Merci M. Brown pour avoir partagé avec nous votre expérience. Voilà, au terme des conférences, la porte est ouverte au débat et aux questions. Si j'ose dire, à vous la parole. Oui. Merci. Alain Perret, je suis ingénieur électricien, mais aussi un peu praticien chamanique. Et je dois dire que j'ai beaucoup apprécié l'intervention de M. Brown, les trois de manière générale, mais particulièrement la sienne, qui a osé dire que finalement, toutes ces énergies, on ne sait pas vraiment ce que c'est. Pour moi, ingénieur électricien, on nous parle d'électromagnétisme, et puis, avec ce que je me souviens des cours et de la pratique, je me dis non, mais un champ électromagnétique, il ne se comporte pas comme ça, il réagit autrement. Et je crois que autant la géobiologie est quelque chose que je respecte, je ressens bien les énergies, mais c'est important aussi d'aller plus loin et de se rappeler que les anciens, les chamans, les druides et d'autres personnes, dont il existe encore des représentants, avaient une perception de l'environnement qui peut nous être utile. Voilà. Je ne sais pas si je peux participer au débat, mais je sais presque calme. Je suis d'accord avec tout, mais c'est qui les anciens? Les Grecs, les Romains, le Moyen-Âge, ils ont changé la vie chaque fois qu'ils ont pu. Donc, c'est pas si simple. Il y a une dimension, sans doute, éternelle peut-être, mais il y a une dimension culturelle à tout ça. On présente tout ça comme si la relation à la nature, c'était quelque chose qui a toujours existé et qui avait toujours la même chose. Et la nature, pour les gens du XVIe siècle, n'est pas la nature pour les gens du XVIIe, qui n'est pas la nature pour les gens du XVIIIe, qui n'est pas la nature pour les gens du XIXe. La musique a changé, la nature a changé, l'architecture c'est à la fois tout ce qu'on dit, mais c'est aussi un domaine culturel. Les anciens, vous parlez des Grecs, les Égyptiens, ils n'ont pas fait les mêmes villes, ils n'ont pas fait les mêmes bâtiments, c'est pas si simple. Moi, pourtant, je suis d'accord avec tout, si ce n'est que c'est les 4 premiers que j'ai montrés, c'est l'aspect naturel, et après il y a l'aspect culturel, il faut garder l'équilibre entre les deux ou pas. En tout cas, la question est posée, le débat est ouvert. Je ne sais pas si quelqu'un d'autre veut s'exprimer ou un des conférenciers veut peut-être aussi répondre à cette question. Moi, je dirais que les énergies sont toujours les mêmes, donc les gens ont toujours ressenti. Après, ils ont ressenti. Maintenant, on trouve ça joli, mais en cessant, on aurait détesté voir les arbres. Non, je ne parle pas des âmes, je parle de l'énergie du lieu. Donc l'énergie du lieu ne change pas. Donc tous ceux qui ont du ressenti, ils ont toujours ressenti des choses. Après, ils les ont appelées d'une autre manière, évidemment, à chaque époque. Et puis, ils les ont utilisées de manière différente à chaque époque. Ça, c'est clair. Enfin, j'ai travaillé aussi en archéologie. Donc, en trouvant les énergies des lieux, on a réussi à faire des plans complets de bâtiments qui étaient enterrés, qu'on a pu vérifier au centimètre près, après avoir fait des fouilles. Et pourquoi a-t-on changé à l'époque suivante alors? Non, à une époque, on fait autre chose à une autre époque. Donc c'est qu'il y a une dimension que j'apprécie pleinement, donc je ne pourrais pas parler négatif sur ça. Mais il y a une autre dimension qui est une dimension culturelle. Oui, tout à fait. L'art d'utiliser ces choses-là a varié. L'art en général. Et l'art a varié, oui. Mais les lignes sont toujours au même endroit. Exactement. Et la gravité et tout, bien sûr. Vous voyez, nos conférenciers ne sont pas d'accord entre eux, donc c'est bien un peu qu'il y a un débat. La question, enfin, les questions, la parole vous est offerte. Oui, monsieur. Bonjour, Axel Raymond, kinésiologue, donc plutôt côté aspect thérapeutique. Donc je pratique aussi un peu de géobiologie. Et je me pose la question, déjà merci M. Brown pour votre témoignage, et j'ai aimé toutes les présentations qui ont été faites. Je me pose la question de l'avenir. Est-ce que la géobiologie pourrait être enseignée dans des écoles telles que les PFL, pour les architectes entre autres? Parce que pour moi c'est une chose qui est essentielle, peu importe la culture ou les différents arts et cultures des époques, ce qui est primordial c'est l'être humain. Si on fait des bâtiments, c'est pour l'être humain, et pour sa santé, et pour son bien-être, peu importe l'époque. Alors, pourquoi pas l'enseigner? Je suis enseignant en partie, je pense qu'il faudra enseigner, bien sûr. Je pense qu'il faudrait être très positif sur ça. Mais j'aimerais justement reparler dans les grands livres de l'architecture, quand même certains qui ont marqué leur temps, comme le livre de la
Renaissance, dans la bio à ça, il y avait toute une série de chapitres sur cela, parce que c'était l'architecture heureuse avant l'invention des antibiotiques, donc on ne pouvait pas se tromper. Maintenant, depuis qu'il y a des antibiotiques, on peut mettre les bâtiments et on soigne les gens avec plus d'antibiotiques. À l'époque d'Albertus, vous vous trompez d'implantation, les gens étaient malades. Et donc, avant d'arriver au livre 2, 3 et 4, il y avait le livre 1 qui était comment s'implanter, mais pas, pas pour des raisons esthétiques, mais pour des raisons qui croisaient des dimensions comme celles qu'on décrit et qui sont absolument primordiales. Donc je pense que ça devrait être recherché, enseigné, etc., même si ça paraît complexe. Mais je voulais simplement insister sur le fait que si c'était si simple, on aurait toujours fait les bonnes églises. On a changé d'avis tous les 100 ans. Donc pendant les 6000 ans, moins 300 ans, on a quand même changé d'avis tous les 100 ans. C'est qu'il ne suffit pas de dire je construis pour l'homme, les hommes changent peu, mais l'architecture change tout le temps parce qu'il y a des dimensions à la fois qui répondent à toutes ces forces qui sont assez stables, mais aussi une dimension pour rappeler culturelle. C'est ce que j'ai essayé de dire, qui fait qu'on change d'avis. Oui, moi je suis absolument d'accord avec toi. Je pense que, évidemment, comme c'est des sciences qui ne sont pas exactes ou pour lesquelles il n'y a pas de modèle, c'est après la manière de les interpréter qui dépend de l'époque, de la culture qu'on a, de la manière de voir le monde, et c'est comme ça qu'ils sont aussi transmis. Mais je pense que, évidemment, ce serait intéressant de faire des recherches aussi historiques culturelles sur ça pour pouvoir les enseigner à l'école, parce que voilà, comme on a vu que aussi avec notre vécu, ça peut être très bénéfique à beaucoup de niveaux. Et puis, ce qui est intéressant, moi je pense qu'il est intéressant, c'est de l'appliquer à l'amont. C'est un peu comme de la prévention, c'est-à-dire que de se dire, voilà, je fais la meilleure, le mieux de ce que je trouve, qui sont dans mes possibilités pour le bien-être des gens qui vont vivre là. Quand vous parlez de culture, il y a différentes cultures, il y a différentes époques. Pour moi, je pense que ce sont que les nouvelles idées qui sont venues, qui ont voulu être testées et appliquées. Mais le fondement est toujours le même. Donc pour moi, c'est juste un regard différent. Et c'est ce qui nous permet de voir que ces différentes cultures sont une suite logique. Donc on peut faire en fait une lecture de ces cultures et revenir à une base d'origine. Maintenant, quand est-ce qu'on va enseigner ça, ou on va réenseigner ça? Les programmes d'enseignement, mais la culture, c'est pas logique, c'est des domaines différents. Il ne faut pas. La culture qui n'a rien à voir avec la logique. Enfin, il me semble. Les Japonais ne sont pas plus malins ou plus cons, simplement ils font autre chose. Je veux dire, ils ont les mêmes doigts, les mains, ils pleurent chez eux comme chez nous, ils font autre chose. Je veux dire, c'est pas plus malin, c'est pas plus logique, c'est pas moins logique. Un bâtiment japonais n'est pas une cathédrale japonaise. Les deux correspondent au lieu, les deux sont là pour le bonheur des gens. Dans les deux cas, les gens ont 2 yeux et 2 oreilles, etc. Mais ils ne font pas la même chose. Donc il faut je pense, ne pas vouloir amener tout ça exclusivement dans le mécanique, au sens même du terme. Il y a ça, donc il y a ça. Il y a toute une dimension, je vais citer sous le sens culturel, mais qui est un peu caricatural quand je dis les Japonais et les Allemands, mais c'est culturel simplement. Dans les deux cas, on fait au mieux pour que les gens soient heureux. Dans les deux cas, il faut voir la nuit éclairer le jour, etc. Et il y a des forces qu'il faut étudier beaucoup mieux qu'on le fait. Ça, je suis absolument convaincu que comme architecte, je n'ai pas été éduqué pour ça, on m'en a pas parlé, je suis vraiment au stade zéro, donc c'est pas un problème. Ça, je suis absolument convaincu qu'il faut apprendre à être attentif à tout cela et se faire aider par des gens qui participent à cet effort collectif. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que ceci n'est qu'une partie et qu'il y a une partie culturelle. Comme Picasso n'est pas mieux, pas moins bien que Vermeer, et que comme la musique du XXe siècle n'est pas mieux, pas moins bien que la musique du XVIe, simplement c'est pas la même chose. Et on peut aimer les deux, de nouveau, il n'y a pas de hiérarchie dans ce que je dis. Je n'ai pas dit que Bach c'était mieux ou moins bien que Ravel, mais simplement, ça n'est pas la même chose. Il n'y en a pas un qui se lève le matin en disant j'espère que je vais ennuyer tout le monde et que les gens sont malheureux dans le bâtiment. Simplement, ils essaient de bien faire, mais certaines
certaines choses ne changent pas, certaines règles ne changent pas, mais il y a une autre couche à tout ça que l'on appellera spirituelle, artistique, culturelle, comme vous voulez, et qui fait simplement que le zen, ça n'est pas en Suisse, en Japon, je veux dire. Une dimension culturelle, et que peut-être c'est pas la même chose ici qu'au Valais, que peut-être même au Valais c'est pas la même chose d'une ville à l'autre. Donc je pense qu'on gagne à être très attentif aux différences culturelles aussi entre les choses. Problème très complexe. On essaie d'être Ouais, je voulais juste ajouter que c'est clair qu'en tant qu'architecte EPFL, c'est pas vraiment pendant mes études que j'ai développé le ressenti, c'est bien après. Donc ça m'a pris aussi des années pour arriver à ça. Donc voilà, donc c'est pas évident à enseigner, ça c'est un fait. Mais je vois, parce que j'ai quand même des relations avec certains, il y a des étudiants qui font quand même déjà maintenant des masters ou qui font de la géologie dans des universités. Là, je vois avec le Caire, avec Strasbourg. Donc ça veut dire que c'est quand même déjà d'actualité, parce qu'il y a de la demande, c'est juste ça. Il y a des élèves qui demandent, et puis après, ben voilà. Donc de temps en temps, je regarde un peu des dossiers, et puis je les conseille, quoi. On va céder la parole au public, c'est une question. Merci, Nicolas Godin, architecte. J'ai une question de principe sur la géobiologie. Est-ce que la géobiologie s'atténue ou se modifie avec la hauteur des bâtiments? Si je prends un exemple d'un immeuble d'habitation en V+2 ou en V+20, avec un plan type qui se répète sur tous les étages, en sachant que comme architecte, pour du logement abordable, on a assez directif dans l'emplacement des lits dans les chambres. Est-ce que si une personne dort mal au V+1, elle dormira aussi mal au V+20, ou est-ce que la vue... Non, vous avez raison. Vous avez raison, ça s'atténue avec la hauteur. On le ressent tout à fait, et c'est même mesurable. Au fur et à mesure qu'on monte dans les étages, les variations diminuent. Bon, après, on perd un petit peu l'effet de l'énergie du sol, vu qu'on se retrouve dans des étages. Donc, ça, c'est un autre problème, mais oui, tout à fait, ça diminue, ça, c'est clair. Merci. Je remercie aussi des recommandations du pari de Pascal qui propose de faire au livre, c'est un peu ça. Si on n'y croit pas, mieux vaut faire comme si on y croyait. Parce qu'on ne va pas faire de mal à personne. Non, ma question, c'était pas ça. C'est un peu une provocation. Non. Ma question était plutôt liée à la question de l'échelle, au fond. Tu l'as abordé un peu dans ton introduction sur la manière de construire les villes. Est-ce que vous avez fait un quartier entier? Est-ce que la géobiologie, est-ce que toujours la géobiologie ou est-ce qu'il y a d'autres croyances? C'est là que j'enchaîne sur la suite. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres croyances qui font la ville aussi? C'est une question qui s'adresse un peu à vous trois, parce que je me rends compte que c'est une question qui touche à des aspects culturels. Il y a le Feng Shui, on veut aborder le Feng Shui. C'est quoi le Feng Shui? Et puis il y a les croyances, la liaison avec les religions. Vous avez montré les cathédrales, les courants telluriques, les religions, les relations. Pour moi, c'est un peu confus. Ouais, c'est clair qu'il y a... Tout ça, ça entre en ligne de compte. Effectivement, il y a bien l'histoire de l'échelle, quoi. Le Feng Shui est à toutes les échelles. Donc la géologie peut-être moins. Le Feng Shui il tient compte du paysage, du territoire, de la vue, de tout ça. Je ne le pratique pas, mais je connais quand même un peu. Et alors c'est vrai qu'on a vu la ville, on a vu ensuite le quartier. Moi ce que je fais c'est de l'ordre d'1 mètre, 2 mètres, c'est des éléments tout petits sur le terrain. Donc je ne suis pas du tout à la même échelle que ce qu'on a vu là, à part le grand projet là sur Lucerne, mais sinon c'est très très localisé, quoi. Ça veut dire que les lits, un peu, oui, par rapport à la question qu'il y avait avant sur les lits, parce qu'on fait des pièces où finalement la position du lit est définie par les prises électriques qu'on a mis dans les murs. Ouais, non, vous rigolez, mais c'est presque ça des fois. Donc, moi j'ai toujours fait des bâtiments avec des chambres carrées pour qu'on puisse facilement tourner les lits dans un sens ou dans l'autre au cas où. Je dis au cas où. Voilà.
Bon, mais si on peut faire la géologie avant, alors on sait où il faut en mettre. Voilà. Donc moi, je suis à l'échelle toute petite, la position du lit dans une chambre. Je ne suis pas à l'échelle de la Bible. Tu as posé la question si à quoi je croyais. Je ne crois rien. C'est-à-dire que la question est si moi, par exemple, je ressens quelque chose. Alors, c'est quelque chose qui est là, c'est une évidence, ou alors je fais confiance aux spécialistes. C'est-à-dire que qui a un certain savoir-faire, une culture, et qui me propose des choses. Et c'est vrai que ça peut varier d'une personne à l'autre. Et il l'a dit, c'est effectivement ça la difficulté de trouver la bonne personne qui nous convient, à qui on a confiance, qui est expert. Ça varie d'une personne à l'autre et d'une époque à l'autre. Que ce que nous admirons sur cette histoire-ci aurait été testé il y a 100 ans, où ils auraient trouvé qu'un beau mur avec une petite fenêtre le mettait mieux en relation avec les Alpes que d'avoir une grande surface vitrée qui leur paraissait sans doute trop béante. Et 100 ans plus tôt, ils auraient détesté voir les Alpes qui représentaient sans doute le diable et l'inconnu, etc. Donc tout ça est certainement vrai aujourd'hui, mais tout à fait culturel. Les forces sont sans doute des paramètres qu'il faut intégrer, sans doute à l'évidence, mais je ne pense pas que ce soit mécanique. Puisqu'on a ça partout et pour toujours. Sinon, le Japon ressemblerait à la Suisse. Et ce n'est pas le cas. Et sinon, les cathédrales gothiques ressembleraient aux cathédrales romanes, et ça n'est pas le cas. Donc, il y a cette couche, elle est extrêmement importante, c'est une des couches. Et aujourd'hui, ceci est un modèle pour nous, mais les yeux changeront. Merci. Votre question? Oui, Bernard. Merci. Bernard Matt est architecte. J'ai voulu faire une expérience pratique, ça fait voici 25 ans. Il y a 25 ans, avec l'aide d'un géobiologue, j'ai réalisé une construction familiale. J'ai joué le jeu du début à la fin, pour faire l'expérience, pour voir quels étaient les impacts, quels étaient les éléments à tenir compte, ou quels étaient par rapport à notre profession, en fait, les éléments qui pouvaient nous gêner. Eh bien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement d'éléments qui gênent, en fait. C'est qu'une question, en fait, de discussion et de participation avec le géobiologue qui nous amène gentiment, en fait, à faire en sorte que l'immeuble que l'on construit, en fait, soit le bien de ses habitants. Que ce soit dans la position sur le terrain, que ce soit dans le choix de l'architecture ou bien de ses matériaux, notamment, parce que les matériaux ont un grand effet, pour pouvoir en tirer le maximum par rapport à la qualité du terrain. J'ai appris ceci, je n'ai pas tellement entendu ce soir, mais il semble que selon le choix du matériau que l'on fait, on peut lever en fait la qualité finale de l'habitat par rapport à, entre guillemets, une relative médiocrité que peut avoir le terrain. Et effectivement, tout à la fin, avec le géobiologue, on a fait en fait une analyse finale du bâtiment. Alors, qu'est-ce qui s'est passé en fait en m'expliquant que la façon dont on habite, dont on le meuble, certains éléments, notamment des sculptures, peuvent avoir une influence tout à coup. Ce qui était le cas chez moi, en fait, j'avais une sculpture en bronze qui, semble-t-il, était mal positionnée. C'est intéressant d'écouter ça. L'expérience, je dirais qu'au final, y compris les entreprises y ont appris quelque chose, puisqu'on a aussi traité toute la façon en fait électromagnétique. Et je crois que l'électricien était celui qui avait en fait le plus découvert de choses et puis qui a tenu compte de passablement d'éléments. Je dirais que pour moi, à la fin, j'avais plutôt un certain nombre de réactions qui ne sont devenues pas des automatismes, mais j'entends des sensibilités. C'est-à-dire que qu'on perçoit les choses un tout petit peu différemment. On essaie de les mettre en valeur, mais c'est chaque homme.
Je ne regrette pas du tout cette expérience parce qu'elle a changé un certain nombre d'éléments, mais je ne deviendrai pas géobiologue. Donc pour garder en fait toute l'attitude, la créativité, comme on dit au livre, chacun sa spécialité. Je demande aussi à un confrère de m'aider, c'est nécessaire. Alors voilà, si quelqu'un me posait des questions plus précises, je suis à disposition. À la question des matériaux, je ne sais pas si l'un de vous veut vous exprimer. Question intéressante. Oui, j'ai aussi rencontré quelques chemins erronés. Par exemple, le bois. Le bois, c'est heimelig, c'est chaud, c'est accueillant, c'est un produit naturel, mais il est conducteur de champs électromagnétiques. Et beaucoup plus que le béton à la brique. Je ne sais pas si vous connaissez ça, peut-être pas. Ah oui, c'est... Donc, avec les bâtiments en bois, il faut vraiment se gaffer. Et puis là, on est aussi tombé dans le piège où plus le bois il est dense, comme par exemple le chêne, ben, il conduit les champs. Et donc, il faut faire des conduits blindés, ce qui n'est pas le cas dans la pierre et le béton. Oui, moi j'ai construit ma maison en bois et donc tous les cadres sont blindés, quoi, parce que c'est évident que plus le bois est dur, et plus il est naturel, plus il conduit le champ électrique. Donc voilà. Pour les matériaux, c'est vrai que je n'ai pas parlé des améliorations. Il y avait un tout petit 3 lignes, mais c'est vrai qu'on peut faire énormément de choses en plaçant, comme on a vu, des objets à des endroits précis ou en utilisant des matériaux qui amènent plus d'énergie dans la maison. Moi, je pense à certaines pierres, des métaux comme le cuivre, par exemple, ou le bronze. Et puis, aussi au niveau simplement énergétique, on peut faire pas mal de choses si le lieu... Alors, je dis, pour compenser quand c'est pas bon. Mais à la base, je préfère que le lieu soit déjà correct, donc plutôt éviter les nuisances, plutôt que d'essayer de remettre des choses après pour faire des espèces de corrections, où on se retrouve pris entre des choses pas bonnes dans le sous-sol et puis des choses bien dans la maison. Au final, le corps humain, il n'aime pas des différences comme ça. Autant que la maison soit sur un bon terrain, même très neutre. Non, le plafond en béton, j'ai rien à dire. Le béton, comme ils disent dans leur publicité, c'est totalement naturel. Bon, pour autant qu'on ne mette pas trop d'adjuvants, parce que c'est toutes les matières synthétiques qui sont dans le béton, pendant des années, elles vont diffuser à l'intérieur. Donc là, c'est mieux de faire un peu attention, d'éviter de mettre des antigels. Donc ça veut dire que dans le chantier, il faut prévoir de bétonner les bras quand il fait moins 10, quoi. Les matériaux, il y a beaucoup de choses, ça c'est sûr, c'est un domaine très important. Moi, j'y attache pas mal d'importance. Donc, quand je conseille naturellement aussi tous les matériaux, quand avec l'architecte. Merci. Qui souhaite s'exprimer encore? Madame. Alexis, architecte. J'avais une question pour justement ces questions de compensation quand on rencontre une faille ou ce genre de choses sur un site. Comment on peut agir? Est-ce qu'on peut agir toujours? Enfin, dans quelle mesure il y a une action qui est possible en dehors du bâti? C'est toujours possible, mais comme je viens de le dire avant, c'est mieux d'essayer d'être sur un bon terrain au départ, plutôt que d'essayer de compenser après. Mais c'est vrai qu'on peut un peu tout corriger, mais c'est jamais parfait. Donc il y a toujours des risques. Moi, si je trouve une faille, bien sûr qu'on peut corriger un peu, mais c'est mieux de quand même pas dormir pile sur la faille. Enfin, dans ceux que j'ai dit qu'il y avait une faille et que les gens ont quand même insisté pour se mettre dessus, ils ont regretté. Donc c'est mieux de tenir compte de ces paramètres. Mais on peut corriger énormément de choses. D'autres questions? Charles Lehmann, physicien. J'ai eu l'occasion, dans le cadre de la SIA,
d'organiser un séminaire sur le thème précisément quelles sont les conditions pour réaliser des constructions confortables pour le bien-être et la santé des jeunes. On avait fait venir des personnes de toutes sortes de bords, dans l'Office fédéral du logement, l'Office de la santé, etc. Et on a mis un catalogue par une sorte de brainstorming en place sur les effets qui étaient susceptibles de causer du mal-être. Et il n'y a pas que la condition des normes selon 20 degrés, plus ou moins 1 ou 2 degrés, tant de pourcent d'humidité, tant de protection phonique, etc. Il y a toute une série d'autres aspects qui sont sortis, les couleurs, les formes, le feng shui, on en a parlé, les radiations électromagnétiques, les réseaux telluriques, les odeurs, enfin bref, toute une série de paramètres, et on a dit stop, stop. Si on commence à essayer de faire des normes ou des recommandations dans ce domaine-là, on ne construira plus. Alors on a parlé tout à l'heure du fait que ce serait souhaitable de soigner l'enseignement, parce que je suis convaincu que tout ce que vous avez dit, c'est remarquablement juste, que ce soit au niveau culturel, que ce soit au niveau des techniques, du ressenti, etc. Mais quelles seraient, à votre avis, des pistes pour réussir quand même à donner un petit peu d'enseignement là-dessus, parce qu'au niveau des normes, on n'y arrivera pas. Merci, je suis intéressant. Qui veut se lancer? Je m'improvise, donc je vais réfléchir à la question. Enseigner le sens de l'équilibre. Je pense que, par exemple, Paris, c'est très très bien. Je suis sûr qu'il y a des gens qui sont orientés plein nord, et il y en a sans doute qui sont mal mis par rapport à certaines failles, mais Paris, c'est très très bien. Donc je pense que si on se donne une règle qui serait absolue et face à laquelle on doit tous se tenir, on va être excessif par rapport à d'autres valeurs qui sont aussi importantes. Se sentir dans un lieu qui est construit par le passé, par exemple, et toutes les significations qui sont liées à ça, et je pense que la question de l'équilibre me paraît décisive. Je pense que Paris, c'est très très bien. Et si on fait une norme disant il faut avoir 3,42 m sous le plafond et être orienté à 23,07 par rapport, je ne sais pas quoi, on va casser tout ça, tout ça. Donc il y a sûrement des endroits mieux à Paris que d'autres, mais il y a un équilibre à trouver, je pense, et certainement s'équiper mieux et s'utiliser mieux pour comprendre tout cela, mais viser comme architecte un équilibre entre ces questions techniques et ces questions culturelles. C'est dans l'équilibre qu'on trouvera le chemin, je pense. Moi, je ne suis pas non plus pour mettre toutes les normes partout. Donc, chaque être humain a sa sensibilité. Donc, il y a des gens pour qui ça ira, et d'autres pas. Donc, je pense que c'est vraiment le ressenti de chacun. Et voilà, on ne peut pas fixer une valeur limite en géologie, je vois mal comment on pourrait le faire d'ailleurs. Une dernière question, peut-être? Merci. Peut-être une réponse à votre question. Je pense que ce serait d'enseigner la sensibilité ou de devenir plus sensible qui permettrait aux gens de développer pour chacun. Mais une base commune serait de développer des sensibilités. Je pense qu'il y a des connaissances qui peuvent être acquises, un peu de pratique également. Et je pense que ce serait par ce moyen-là qu'il y aurait une possibilité de faire évoluer favorablement pour l'avenir. Vous ne pensez pas que la sensibilité, c'est culturel par essence? Enfin, la sensibilité... Ça, vous trouvez ça très bien, mais je vous garantis qu'il y a 100 ans, vous aurez trouvé ça catastrophique. Alors, on change d'avis. Je pense que le culturel, c'est une forme du regard. Je pense que les sensibilités, elles sont de tout ordre, de toute dimension. Elles changent sans arrêt. Elles changent sans arrêt, mais elles peuvent être travaillées sur une base commune. Picasso ou... La sensibilité, mais de toute forme. Il n'y a pas que le regard comme sensibilité. On a 5 sens, utilisons les 5 sens. Bien sûr, mais alors, le Rolling Stone ou bien plutôt à chaque sens, on change d'avis aussi. Le Rolling Stone ou Bach? Moi, je me dis ça. Pourquoi pas tout ensemble? Voilà. Ben, commençons par... à condition de mesurer que ce n'est pas la même chose. Ben, commençons par l'aigu et faisons le solfège. Ce que je peux dire, c'est que là, on parle de choses qui n'ont la sensibilité, c'est l'effet sur le corps, et ça, c'est mesurable. J'ai plein de machines qui mesurent ce qui se passe dans le corps quand on est à certains endroits. Donc, voilà. Alors après,
Il y avait l'exemple de la faille, je n'ai mis qu'un parce que voilà, mais j'ai écrit plein de choses là-dessus. Donc ça ne dépend pas ni des oreilles, ni de l'odeur, ni de tout ça. Ça c'est clair que, bien sûr, ça aussi c'est important. Parce qu'une maison au bon endroit et que ça pue parce que c'est moisi, ça ne va pas non plus. Je suis entièrement d'accord. Mais l'être humain, il est fait au niveau énergétique, il est le même. À mon avis, il n'a pas vraiment beaucoup changé depuis 30 000 ans. Donc c'est toujours les mêmes choses qui font les mêmes effets. Donc à partir de là, ça c'est mesurable. Ça, on peut voir ce qui se passe dans le corps quand on est à certains endroits. Et puis que la machine, elle montre bien que l'énergie circule mieux et qu'il y a des avantages à être à cet endroit. Et puis qu'à d'autres endroits, il y a des perturbations qui se créent qui finissent par provoquer de la fatigue au départ, et du mal-être, et finalement la maladie. Voilà, c'est un peu ça que... Donc ça c'est mesurable. Ça, c'est indépendant de toute culture et de tous les êtres humains. J'en ai mesuré partout, j'en ai mesuré 8000. J'en ai mesuré 8000, donc je sais ce que c'est de mesurer avec des machines, des gens, et de voir ce qui se passe dans leur corps. Donc ça pourrait être un apport où là on pourrait vraiment mesurer d'une manière, on va dire quand même plus scientifique, en prenant bien sûr un certain nombre de personnes, puisque chaque personne va être différente. Donc il faut un panel de personnes, mais on peut dire que s'il y a un certain nombre de personnes sensibles, on voit bien qu'il n'y a rien qui se passe, c'est-à-dire que lui est quand même mieux qu'un autre. Pour moi, la question se pose, qu'est-ce qu'on pourrait transmettre aux gens? Par exemple, la manière d'interagir avec la nature, évidemment, qui change avec la culture, mais me vient à l'esprit un artiste avec qui on a travaillé, Giuseppe Pellone, qui est exposé actuellement, qui a une très belle exposition au musée des Beaux-Arts à Lausanne. Et François Jolin a fait un interview avec lui posant la question, mais finalement, comment vous travaillez, de quelle manière vous travaillez avec la nature? Il a dit, je ne travaille pas avec la nature, je suis moi-même une partie de la nature, et puis j'interagis avec la nature. Et je trouvais ça très beau, et d'ailleurs ça se voit dans ses œuvres. Et moi je pense que c'est ça qu'il faudrait enseigner, d'être conscient qu'on est partie de la nature, et puis qu'on interagit de cette manière-là. Parce que, comme on voit, par exemple, toutes ces questions de développement durable, où la plupart sont que politiques et économiques, la relation est vraiment pas bonne. Donc il faudrait plus enseigner aux gens d'être sensibles et de pouvoir cette manière de vivre avec la nature. Une dernière question peut-être, parce que je sens l'heure d'apéro qui approche. Bonjour, Stéphanie Perret, ingénieure géologue chez Planet. Plus une remarque qu'une question sur cette question de la sensibilité. Certes, l'enseigner aux architectes pour leur permettre de s'ouvrir à la géobiologie, de s'ouvrir à quelque chose, mais dans notre société, ce sera plus permettre aux enfants qui sont là aujourd'hui, qui grandissent aujourd'hui, de rester sensibles. Parce que la sensibilité, on l'a quand on est tout petit. La société nous apprend à nous en couper pour nous protéger parce que c'est invivable de sentir tout ce qu'il y a autour de nous. Et un jour, la vie peut nous permettre de tout d'un coup redevenir sensibles. Et alors, il y a des perceptions qui sont là, qui sont des perceptions sans culture et qui deviennent des perceptions culturelles par la société. Et c'est un grand débat qui s'ouvre, mais la sensibilité, c'est d'abord permettre aux générations qui viennent de la garder. Quelqu'un veut s'exprimer? Moi, je trouve que c'est un bon mot de la fin. Hein. Voilà, c'est une question de sensibilité. Merci beaucoup. Merci à la participation active. Au nom du comité Urbanité, je vous remercie pour votre participation. C'est un vrai plaisir d'animer ce débat. Et puis voilà, on a assez parlé.